Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Imaginez un monde où la vente et la prospection ne seraient que pur plaisir. Elle serait un merveilleux support pour engager de profondes discussions sincères, engagées et connectées. C'est ce que nous propose notre invité du jour, Alexandre Mengual. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Alexandre Mengual, qui est coach, mentor, CEO de Within Sales, qui accompagne les entreprises à utiliser l'intelligence émotionnelle au service de leur vente. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté mon interview aujourd'hui. Bonjour Maureen. Tu peux nous partager, s'il te plaît, pour commencer simplement ton histoire, ton parcours, quelles ont été les étapes clés qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça va être très rapide, même si j'ai un peu d'expérience. Donc d'abord, j'ai 47 ans. Je suis papa d'une jeune fille de 16 ans qui vit avec moi et je suis divorcé depuis un peu plus d'un an. J'ai commencé après l'école de commerce de Grenoble au début des années 2000 et j'ai commencé par la vente et la vente terrain. J'ai vendu des copieurs et des fax en porte-à-porte dans la zone industrielle du 93, du 95. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était évidemment très difficile, mais en même temps, c'est ça qui m'a donné toutes les clés de la vente que j'utilise aujourd'hui. Et je me suis aussi beaucoup enrichi de ça. La première année, j'ai dû acheter 3 voitures d'affilée et la deuxième année, je m'achetais un appartement. Voilà, pour te donner une idée. On était au début des années 2000, donc c'était un petit peu moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même. Mais ça a été aussi extrêmement difficile. C'est un métier qui use énormément. Et c'est absolument pas cette vente-là que je fais aujourd'hui ou que je donne, que je partage avec mes clients. Hmm. Les 10 années suivantes, j'ai fait du SAP. SAP, c'est un gros logiciel de gestion. C'est la Ok. première valorisation du CAC 40 allemand. Alors, peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est dans le top 3. C'est aussi gros que Total, pour te donner une idée, tu vois. Et donc, c'est un formidable ERP, premier ou deuxième mondial, avec une structure de vente extrêmement organisée. Et ça m'a donné toutes mes compétences en soft, en vente de licences. Ok. J'ai fait ça pendant 10 ans et j'ai fait toutes les fonctions. Et puis, un petit peu avant mes 40 ans, donc jusqu'à mes 40 ans, jusqu'à mes 39 ans, je suis un performeur dans la vente. Je ne me souviens pas avoir une seule fois raté mes objectifs. J'ai toujours atteint mes objectifs. Et donc, moi, j'aime vendre et j'aime la performance commerciale, j'aime gagner de l'argent. Et je la faisais un peu envers et contre tout. Un peu la fin justifie les moyens, tu vois. Donc, Hmm. j'étais pas un bon manager. Ok. Et avant mes 40 ans, je me suis posé des questions du sens que ça donnait à ma vie. Et quand j'en ai parlé à mon directeur général de l'époque, il m'a dit, écoute, peut-être que tu as besoin de vacances. Vas-y, pars 3 semaines, ça va bien se passer, reviens. Et je suis jamais revenu. J'ai démissionné et je suis parti dans une start-up et avec un entrepreneur plus jeune que moi Ouais. qui m'a fait découvrir une facette très différente de la vente et de l'entrepreneuriat et du management. Donc d'abord, j'ai découvert les ventes SaaS, donc les ventes d'abonnement, Ouais. qui sont les ventes B2B les plus difficiles aujourd'hui, mais qui sont aussi une formidable manière d'apprendre de la vente d'une manière différente. Et il m'a donné très rapidement du management d'ingénieurs. Donc je me suis retrouvé rapidement avec 20 puis 30 ingénieurs à gérer et ça se gère pas du tout comme les commerciaux, les ingénieurs. Ok. Donc en fait, c'est pas moi qui ai managé les ingénieurs, c'est eux qui m'ont managé. D'accord. Donc j'ai appris l'humilité dans le management. Et assez rapidement, la partie dont je m'occupais dans la boîte a été vendue à Atos. Et donc je me suis occupé de toute la vente et toute la transition chez Atos. Et je suis devenu PE manager chez Atos. Et, euh, et j'ai essayé de mettre en place un peu de règles sociocratiques
la gouvernance partagée, l'autogouvernance, Ouais. avec plus ou moins de succès à l'époque. Je débutais un peu, c'était quelque chose qui m'attirait et qui n'était pas quelque chose que j'avais suffisamment bossé pour que ça réussisse. Ok. Au démarrage de la chute d'Atos, je suis parti et c'est là où j'ai monté ma première entreprise, une entreprise qui est devenue ma holding aujourd'hui, où je me suis mis avec un ami de Subdeco et en fait, on s'est mis ensemble pour être tous les deux indépendants et pour mettre nos moyens en commun, avec l'idée de gagner et de mettre de côté suffisamment d'argent pour ouvrir chacun une société. Ok. Alors lui, il faisait de l'IT finance et moi, je faisais de la direction commerciale à temps partagé. On a gagné beaucoup d'argent, hein. La troisième année, on a dû faire 500 000 euros de chiffre d'affaires à peu près à deux, hein. Et donc, on a mis beaucoup d'argent de côté. Et donc, il a été le premier à créer une société. Et en décembre 2019, il a lancé une société dans le jeu vidéo. Et j'ai lancé un an plus tard Within Sales, qui est une société de développement, de conseil en développement et en stratégie commerciale. Et donc, il y a 5 CDI, un CDD, mon associé qui est aussi en CDI et moi. Donc, on est 8. Et c'est une sociocratie complète. C'est-à-dire que la gouvernance chez nous est une gouvernance basée sur le consentement. Ok. Félicitations. Et pour terminer le tableau, je suis aussi beaucoup dans l'associatif. Donc, je fais partie du CJD. Ok. D'ailleurs, dans les clés du succès, il y a le réseau. Ouais. Donc, je fais partie du CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. Je suis au bureau de Paris. C'est l'association française de dirigeants la plus ancienne de France, 1938, 6 000 membres. Ok. Et prône l'impact positif du dirigeant sur son environnement local, dans l'écologie et aussi dans les enjeux sociétaux. Le CJD, c'est le papa de la performance globale, hein, qui travaille justement sur les grands enjeux sociétaux du monde d'aujourd'hui. Je suis aussi au MoveJ, je suis mentor dans l'une des associations de mentorat françaises. Ok. Et je suis chez 100 000 entrepreneurs qui me permet d'intervenir dans les lycées autour de chez moi et d'aller parler de l'entrepreneuriat. Ça fait pas mal d'activités. En tout cas, ça, c'est un beau parcours, ça donne envie. Et ça me permet de basculer sur la question suivante. Alexandre, c'est quoi ta définition du succès? J'adore poser cette question à mes invités parce qu'en fait, ben, on n'a pas tous les mêmes définitions de ce que c'est que le succès. Et puis j'ai même l'impression, en écoutant ton parcours, qu'elle a probablement évolué, cette définition. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Il est probable qu'on n'ait pas tous la même définition. Bon, il y a une définition du dictionnaire, évidemment, mais qu'en plus, elle évolue avec le temps. Je pense que est très liée à nos croyances, en fait, à la manière, à ce qu'on croit, voire à nos valeurs. Quand j'étais plus jeune, le succès pour moi, c'était être le meilleur commercial, tu vois, ou en tout cas faire partie des meilleurs. Puis après, je voulais être le meilleur directeur commercial, tu vois. Et puis après, je voulais plutôt avoir le plus d'impact que mon chef ou que les projets que je mène soient des réussites. Et aujourd'hui, le succès, par exemple pour Within Sales, c'est que mes collaborateurs se sentent bien, que ce soit leur boîte, que la sociocratie fonctionne. Ouais. Tu vois, finalement, une grande partie des revenus de la boîte sont redistribués aux collaborateurs. On ne fait pas forcément beaucoup de bénéfices. Et l'idée, c'est que on utilise l'ensemble des revenus pour améliorer ce que la boîte donne à ses collaborateurs. Ouais. Ouais. Tu vois? Le succès, c'est aussi la satisfaction de mes clients aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Avant, on vendait un fax, un copieur, on vendait un logiciel. En fait, moi, je m'en foutais en fait que ça fonctionne ou pas chez les clients. Ce qui m'intéressait, c'était de vendre. Aujourd'hui, dans le conseil, moi, je veux avoir de l'impact positif chez mes clients. Ouais. Je veux changer la vie de mes clients. Mhm. Voilà. Tu vois, le succès, aujourd'hui, c'est quand je fais du mentorat, c'est que le mentoré, au bout de 6 mois, envoie un petit message en nous disant incroyable, merci, j'ai fait ça, tu vois. Juste le merci, tu vois. Un merci d'un mentoré, c'est un succès. Voilà. Est-ce que cette définition du succès, selon toi, elle a changé parce qu'en fait, tu as atteint les différents succès que tu viens de citer finalement? Je l'ai atteint et donc finalement, c'est pas tout à fait ça. Ou est-ce que tu as quand même réussi à savourer ce succès à chaque fois et puis du coup, tu es passé à autre chose? Comment ça s'est passé pour toi? Je pense qu'il y a un enjeu de développement personnel assez fort. En fait, jusqu'à mes 40 ans, j'avais aucune.
notion de développement personnel. C'était même pas un sujet qui m'attirait. J'étais presque, tu vois, assez imperméable. Ouais. Et, euh, et ce sujet avec l'intelligence émotionnelle, donc j'ai découvert l'intelligence émotionnelle à bien avant mes 40 ans, mais j'ai pris suffisamment de claques entre ce moment et mes 40 ans pour me dire que c'est un sujet qu'il fallait que je bosse. Ouais. J'en ai fait une conférence que j'ai donnée à plein d'endroits d'ailleurs. Et C'est quoi l'intitulé de cette conférence? c'était l'intelligence émotionnelle dans les cycles de vente. Ok. J'ai fait à HEC en executive MBA pendant 3 ans. Et, euh, et en fait, ça m'a fait bosser et ça m'a fait me poser plein de questions. Et quand je suis rentré au CJD, dans le CJD, tu as un enjeu assez fort du bien-être du dirigeant, tu vois. Et donc, j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup développé personnellement et je me suis rendu compte que ben, le succès, pour moi, il était maintenant très différent du succès d'hier. Hmm. Et je pense il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Ikigai. Tu as Ouais. peut-être entendu parler. Ouais. Tu vois, ben, compléter son Ikigai, c'est peut-être plus important pour moi aujourd'hui que, tu vois, gagner de l'argent. Est-ce que, en un Ça mot, veut, tu peux dire ce que c'est que l'ikigai pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui ne seraient pas familiers avec l'outil? ouais, ça veut dire équilibre en japonais et c'est un outil, c'est une matrice qui te permet d'aller chercher ton équilibre sur 4 grands piliers qui sont le plaisir, la reconnaissance, la compétence et l'utilité. L'idée, c'est que quand tu commences à remplir ces piliers, bah, tu vas te rendre compte que s'il y en a un que tu remplis moins que les autres, bah, ça va te déséquilibrer et tu vas te sentir vide, en perte de sens, déçu, en imposteur, etc. Donc l'idée, c'est d'être très attentif à ces 4 piliers, à comment tu les remplis et qu'ils soient bien équilibrés les uns avec les autres. Hmm. Ok, super. Et donc ça a été un outil qui a été une découverte pour toi sur... Ouais, exactement. Et je pense que cette notion d'équilibre, bah, c'est devenu quelque chose de fondamental, peut-être encore plus important que simplement devenir riche, entre guillemets. Tu vois, peut-être Hmm. que devenir riche aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens pour moi qu'il y a 10 ans. Qu'il y a 10 ans. Ok, très intéressant cette définition du succès, très complète. J'adhère beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter, Alexandre, s'il te plaît, quelles ont été les étapes dans ton parcours, peut-être les challenges auxquels tu as été confronté, les éléments que tu as dû surmonter pendant ta carrière? Pendant très longtemps, pendant les 15 premières années, sur la partie vente, c'est pas moi qui faisais, on m'a appris à faire. Donc, le fait de réussir ou de ne pas réussir, c'était uniquement lié à mon activité. Ce que j'ai compris pendant ces années-là, c'est qu'il fallait s'entourer. C'est-à-dire que le système, l'organisation mettait des moyens et que utiliser correctement ces moyens te permettait de réussir. Et donc à chaque fois que mon ego prenait le dessus et que j'avais pas l'envie d'utiliser correctement ces moyens, eh ben, j'étais moins performant. Donc, réinventer la roue, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou refuser que ton chef vienne avec toi parce qu'il va te piquer la vente, par exemple. Voilà. Ok. Assez rapidement, j'ai compris que si ton chef venait avec toi, tu gagnais aussi, en fait. Ensuite, je pense que ma plus grande difficulté pendant ces 10 années, là, entre mes 30 et 40 ans, ça a été le management. Fondamentalement, j'ai, je pense que j'ai fait du mal autour de moi. Hmm. J'étais un mauvais manager. J'ai fait du mal autour de moi et donc j'ai beaucoup déçu et j'en avais pas conscience, mais potentiellement, je me suis aussi beaucoup déçu. Hmm. Et j'ai pas compris pendant très longtemps que le management, c'était un savoir-faire, que ça s'apprenait, que c'était peut-être ce qui était l'un des savoir-faire les plus durs à acquérir et que c'est absolument pas valorisant. Vraiment pas. Enfin, Ouais. alors d'abord, c'est très franco-français, là, le fait de mesurer son, sa performance individuelle ou tu vois, sa place dans la société au travers du nombre de gens que tu manages. Et la réalité, c'est que le management, surtout quand il est intermédiaire, il est extrêmement douloureux. Tu es entre le marteau et l'enclume, c'est très difficile. Ouais. Comment transformer ça? C'est un sujet, on dévie un tout petit peu du sujet du podcast, mais qui m'intéresse vraiment particulièrement. J'ai été propulsée, moi, manager, dès mon entrée sur le marché du travail. Ouais, Et ça a été aussi une grande douleur. Et je pense que j'ai fait plein de conneries aussi. De ne pas savoir, en fait, c'est un métier qui ne s'invente pas, quoi. ouais. Enfin, une posture. En fait, je pense que mes premières armes de manager, tu vois, quand j'ai été chef des ventes puis directeur commercial, euh,
j'avais pas d'équivalent en face de moi. J'étais dans une petite organisation qui vendait des licences SAP et j'avais pas d'autres managers. Les autres managers, c'était directeurs des opérations, directeurs généraux. Et j'aurais pu m'inspirer d'eux, mais j'étais tellement fier et j'avais tellement d'ego que j'étais incapable de les écouter et de me dire que, il y avait des choses que je pouvais leur prendre. Mm. En fait, j'ai changé de posture quand je suis devenu manager des ingénieurs et quand eux m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi. Et quand j'ai compris que le manager n'était pas celui qui ordonnait, mais celui qui mettait les moyens pour faire réussir les autres. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma posture matérielle. Après, je me suis formé, j'ai écouté et j'ai commencé à travailler notamment les notions de gouvernance dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton ancien toi si tu pouvais revenir en arrière? Alors, j'allais dire peut-être plus recentré sur la vente, mais tu peux répondre aussi en termes de Oui, manager. Mais quel conseil tu aurais envie de te donner à ton toi d'avant? je pense que j'irai pas chercher très loin. Je lui dirais que la performance commerciale ne devrait pas se faire au détriment de la relation, ce que j'ai découvert bien plus tard, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui travaillent avec moi et avec lesquels je travaille sont performants commercialement et pas au détriment de la relation ni au détriment d'eux-mêmes. Tu vois, quand tu introduis tout à l'heure en disant et si la prospection et la vente étaient du plaisir, bah, en fait, c'est le cas. La réalité, c'est que ça peut être le cas parce qu'il existe une multitude de manières de faire de la prospection, une multitude de manières de faire de la vente. Il en existe une pour chacun d'entre nous. Et il y a des méthodes, évidemment, mais tu vois, quand tu lis un bouquin, c'est le même bouquin, mais chacun ne le lit pas de la même manière. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça existe. Et en fait, s'il y a 15 ans, je me croisais, je dirais, tu peux être performant et sans détruire la relation. Voilà. Hmm. Et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment possible? Et c'est une question sincère. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se mettre en posture un peu ben, winner à tout casser et puis envoyer un peu, enfin y aller un peu comme un gros bourrin? Je me pose la question parce que quand j'ai commencé dans la com et dans le marketing, ma première baseline, c'était marketing, la communication éthique et authentique. Et avec cette volonté, mais il y avait quelque chose de très naïf même là-dedans. C'était un peu même de l'anti-vente et de l'anti-marketing pour ne pas rentrer dans les techniques de vente agressive, enfin pour réinventer la roue en plus. Et il y avait un truc comme ça de non, non, mais moi je veux vraiment être dans la douceur. En plus, ben, moi j'étais bercée dans le dev perso, tu vois. Donc il y avait vraiment ce côté. Moi, aujourd'hui, je regarde ça et je vois presque de la naïveté et je me dis, ben voilà, c'est joli, mais il y a aussi des techniques, il y a aussi des outils, il y a aussi une posture. Et j'ai l'impression que c'est comme si on devait passer à un moment donné par ce pic un peu d'agressivité à appliquer les méthodes telles qu'elles sont proposées avec des techniques de vente un peu barbares, les intégrer. Et une fois que tout ça s'est intégré et qu'il y a du résultat, eh ben, on peut se permettre de remettre un peu de douceur dans tout ça et un peu de cœur dans tout ça. Est-ce que c'est une croyance? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je pense que beaucoup de gens croient ce que tu viens de dire, et je pense que beaucoup de gens le pratiquent, et le pratiquent avec succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, l'agressivité commerciale, l'autorité, voire un peu de manipulation, ou même des fois beaucoup de manipulation, ça donne des résultats. Donc, et de toute façon, si ça ne le donnait pas, les gens arrêteraient. Donc, si les gens continuent, c'est que ça marche. Il y a aussi des très vieilles pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement un peu militaire des organisations commerciales. Mais est-ce que tu peux gagner, être performant commercialement sans ça, et même être encore plus performant commercialement sans ça? Oui, et complètement. Aujourd'hui, j'utilise plus du tout de techniques de ce type-là, et j'ai jamais été aussi performant qu'aujourd'hui. Hmm. Et donc oui, et c'est qu'une question de choix. C'est qu'une question de comment est-ce que tu as envie d'être. Et je pense que tu, tu peux te dire que non, ce n'est pas une croyance que tu peux faire. Tu peux revenir à ces fondamentaux d'authenticité, de sincérité, de partage, et qu'effectivement, en utilisant les bonnes techniques et en étant authentique dans ces techniques, c'est-à-dire en prévenant, par exemple, tu obtiendras un résultat qui sera encore même plus puissant que ce que tu obtiendrais simplement en étant agressif.
Ok. Bah justement, on parle de techniques, de choses concrètes. Tu viens de donner un tips concret, là, le fait de prévenir, par exemple, plutôt qu'être agressif. Euh, Peut-être que là, ce dont on est en train de parler, pour les auditeurs, ça peut paraître un peu abstrait. On parle de techniques de vente agressive, on parle d'authenticité. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent permettre aux personnes de se repérer, de comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler, avec, j'en sais rien, peut-être des conseils même à leur apporter? Oui, on peut avancer sur plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui sont assez concrètes et des choses qui sont un peu théoriques. On Ouais. va commencer par la théorie et je risque d'être un peu clivant, mais c'est pas grave, hein. À un moment donné, il Allez, faut on y va. aussi défendre sa vision. Ouais. Euh, la première chose, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est pas que une science qui a été inventée au milieu des années 90 par des universités américains. C'est un outil formidable pour agir sur soi et sur les autres. Les émotions, c'est la source de la mise en action. D'accord? Donc, si tu maîtrises tes émotions et que tu maîtrises donc potentiellement celles des autres, tu as un outil de passage à l'action sur toi et sur les autres. Et évidemment, tu peux comprendre très vite que quelqu'un qui a une parfaite maîtrise des émotions des autres, bah, il a un outil d'influence, voire de manipulation sur les autres. Et l'intelligence émotionnelle, ça, c'est comme courir, c'est comme faire du sport. La première fois que tu te dis je vais courir, la première fois que tu cours, au bout d'un quart d'heure, tu as mal partout, tu n'as plus de souffle, tu dis c'est horrible, comment les gens peuvent prendre du plaisir à ça. Et puis, peu à peu, tu y vas régulièrement et 3 mois plus tard, tu cours 40, 50 minutes et tu prends du plaisir. Tu peux même écouter des podcasts en courant. Tu prends encore plus de plaisir. Et la seule chose que tu as faite entre cette première course et ces 3 mois plus tard, c'est que tu as entraîné ton corps. Ben, l'intelligence émotionnelle, c'est exactement la même chose. Tu peux entraîner ton intelligence émotionnelle et ça peut devenir un outil pour toi pour fondamentalement te permettre de passer à l'action. Quand tu, quand tu connais bien l'intelligence émotionnelle, tu connais bien le fonctionnement des émotions, ben, tu peux aider les autres à faire la même démarche que toi et tu peux le faire en quelques minutes. C'est presque du dev perso, ce dont tu es en train de parler finalement. Ben, en fait, l'intelligence émotionnelle, comme c'est la maîtrise et l'usage de ses émotions, c'est la transformation de ses émotions pour te permettre de passer à l'action, ben, il y a un peu de perso. Mais ça devient moins perso quand tu commences à le faire faire avec les gens qui sont à côté de toi ou en face de toi. Ok, Et là, on rentre dans les outils de vente. ok. Et c'est là où on te donne un outil et c'est là où bah, c'est de ta responsabilité d'utiliser l'outil correctement. Si tu veux utiliser cet outil qui est très puissant avec malveillance, bah, rien ne t'en empêche. Avec agressivité, avec autorité, rien ne t'en empêche. Mais tu peux aussi l'utiliser avec bienveillance. Tu peux l'utiliser aussi avec une intention partagée. Tu peux l'utiliser aussi avec un mot qu'on emploie peu ou mal, qui est la directivité. Très différent de l'autorité. Tu vois? L'agressivité, c'est presque de la violence. Ouais, Tu vois? L'autorité, c'est de l'obéissance. ok. Et la directivité, c'est du cadre. C'est mettre un cadre autour de la personne pour lui permettre d'être en sécurité et de savoir que dans ce cadre, elle va pouvoir atteindre l'objectif que vous êtes ensemble fixé. C'est même super agréable, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui viennent chercher ça en fait dans mes accompagnements. Le fait de pouvoir être guidé justement. Et je crois que Mm. chaque fois que j'ai acheté des accompagnements dans des mentorats, c'est aussi ça que je suis allée chercher en fait. C'est ce côté rassurant où il y a un cadre qui est posé, une directivité, je pense que c'est ça du coup le mot, Ouais, exactement. qui permet de se déposer, se relâcher à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est-à-dire de se sentir en sécurité. Ouais, Et donc, je vais te donner un premier tips. ouais, À partir du moment où vous commencez à vouloir rentrer dans cette notion de persuasion, la persuasion, hein, c'est le passage à l'action. Euh, Convaincre quelqu'un, c'est obtenir un oui de cette personne. C'est vachement bien, mais ça sert à rien. Si par exemple, je te dis, euh, est-ce que c'est bon de faire du sport pour ouais. la santé? Tu vas sûrement me dire oui. Tu vas peut-être préciser que ça dépend de la dose de sport que tu vas faire. Mais c'est pas pour ça que tu vas chausser tes chaussures de sport maintenant et que tu vas aller courir. Mm. Tu vois? La persuasion, c'est justement le passage à l'action. C'est de se dire, OK, mais OK, bah donc on va faire du sport et comment on va le faire, à quel rythme, avec quels objectifs, etc. Et donc, c'est assez facile de convaincre, c'est très difficile de persuader. Et la Ouais, vente, c'est de la persuasion. ok, Pour persuader, tu as besoin des émotions. ok. Et donc, un premier tips que tu peux utiliser et partager, c'est justement le cadrage. Quand tu démarres un rendez-vous, par exemple, tu peux commencer en disant combien de temps on a. Parce que si tu me donnes ce temps,
une demi-heure, 40 minutes, bah, je vais l'utiliser. J'ai besoin que tu sois focus avec moi, Mm. concentré avec moi. Donc, je vais respecter le temps que tu vas me donner. C'est pour ça que je te demande si on a bien ce temps-là. Ensuite, tu peux mettre de la sécurité. Voilà comment ça va se passer. On va peut-être commencer par se présenter, puis j'aurai des questions à te poser, puis tu auras sûrement des questions aussi. J'y répondrai. Je te présenterai ma solution, tu vois, le déroulé pour mettre en sécurité. Et puis arrive le moment le plus important qui est l'intention partagée. Quand tu prends rendez-vous avec quelqu'un ou que tu discutes avec quelqu'un, quelle est ton intention? Mm. Ben, si tu ne la partages pas, tu as donc un agenda caché. Ouais. Et l'agenda caché, c'est de la manipulation, autant que la malveillance ou que l'incompétence. Tu vois? Ouais. Et donc, la dernière chose à dire, c'est moi, je serais satisfait ou euh, mon intention, mon objectif pendant ce rendez-vous, c'est ben, de te parler de ma solution et de voir si on peut travailler ensemble. Mm. Et puis, une fois que tu as partagé ton intention, tu dois demander celle de l'autre. Parce que si tu ne demandes pas celle de l'autre, bah, tu ne connais pas non plus son intention. Ouais. Et donc là, tu dois lui dire un truc du style, et toi, qu'est-ce qui te donnera satisfaction à l'issue de la demi-heure qu'on va passer ensemble? Ce que j'ai fait avec toi tout à l'heure. Effectivement, en introduisant avant le début du podcast. C'était chouette. Voilà. Ça c'est un premier truc. Et ben ça met en sécurité tout l'entretien. Il y a plus de problème. La personne, elle sait combien de temps, elle sait comment ça va se passer, elle sait pourquoi elle est là, et elle sait ce qu'elle en attend. Ben go, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça vient poser des bases qui sont vraiment rassurantes, quoi. Et éthiques, a priori, du coup. Ben ouais, complètement, tu vois. Un autre tips, le moment le plus important, c'est l'écoute de l'autre. Tu vois, il y a plein de podcasts, de vidéos, de livres sur l'écoute. Euh, il y a plein de définitions à l'écoute active. On ne va pas débattre de l'écoute. Mais une manière d'écouter, c'est fondamentalement de s'intéresser à l'autre et de s'intéresser à son mode de fonctionnement. Parce que si tu veux permettre à l'autre de passer à l'action pour changer quelque chose dans sa vie, il faut d'abord qu'il comprenne qu'il a un problème, qu'il accepte d'avoir ce problème, qu'il t'en parle à toi alors qu'il ne te connaissait pas il y a 10 minutes, et qu'il comprenne les conséquences de ce problème dans sa vie. Si la personne ne te parle pas de ses problèmes, si la personne n'accepte pas qu'elle a un problème, si la personne n'accepte pas d'être la source de ce problème, qu'elle t'explique que ben, les problèmes qu'elle a, c'est à cause du temps qu'il fait dehors, de son patron, de la société, de l'entreprise, enfin de tout un tas de causes extérieures, mais pas à elle, elle ne pourra pas le résoudre. Si la personne ne se rend pas compte des conséquences, c'est-à-dire qu'elle marche avec un caillou dans la chaussure, mais qu'elle s'est habituée parce que ça fait des années qu'elle ne se rend même plus compte, ben, elle ne changera pas non plus. Donc, si tu veux permettre à quelqu'un de passer à l'étape d'après, il faut d'abord l'écouter suffisamment pour qu'elle se confie à toi sur les problèmes qu'elle a que tu pourrais l'aider à résoudre. Mm. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discovery ou la découverte dans la vente. Et la meilleure manière d'y arriver, et c'est le tips, c'est de poser des questions dans le passé. Parce que c'est dans le passé que se cache la vérité et pas dans l'avenir. Dans l'avenir se cache le désir, dans le Ouais. passé se cache la vérité. Tips très concret pour nos auditeurs, encore une fois. Merci beaucoup, Alexandre. Faire parler les gens de leur passé. En lien évidemment avec ce que vous avez à leur Ah proposer. bah oui, Au préalable, il y a déjà aussi, a priori, des questions qui ont été posées pour qualifier un peu la personne, bah, pour prendre rendez-vous en fait. Qu'est-ce qui fait que la personne, à un moment donné, a pris rendez-vous avec vous et quelles sont les questions de qualification qui lui ont été posées. D'ailleurs, c'est intéressant oui, de, même si vous avez les réponses sous les yeux, que le formulaire a été rempli, c'est intéressant quand même de revenir dessus, de revalider ça avec la personne quoi, en début oui, ou de les utiliser pour poser des questions ouvertes. d'approfondissement. Ah, Tu m'as écrit ça, ou j'ai vu ça, mais comment? Ou pourquoi? hmm. Ou qu'est-ce que? Question ouverte, c'est celle où on ne peut pas répondre ni par oui ni par non et qui C'est permettent ça, d'approfondir. exactement. On peut continuer encore. Allez, je peux te donner encore deux tips concrets. Oui. Je vais te donner un tips en call et je vais te donner un tips pour conclure un rendez-vous. Ah, quand tu conclus ton rendez-vous, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. D'abord, valider que l'intention est obtenue. Comme on s'était dit au début, bah, il y a un sujet, donc construisons ensemble, ou bah, j'ai bien répondu à ton attente, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Donc, reprendre la base de départ qui est le cadre dans lequel on est. D'ailleurs, mettre un cadre au démarrage avec aussi un déroulé, ça permet aussi de revenir dans le rendez-vous quand la personne commence à vouloir digresser. Mais donc ça permet tu vois, de toujours rester dans le pilotage de ton rendez-vous sans être autoritaire, sans être agressif. Le truc à la fin, ce qui te permet, parce que tu as fait tout ça, ben, c'est que s'il y a effectivement une prochaine étape, tu dois mettre un rendez-vous dans l'agenda de ton prospect quand il est en face de toi. Ok. Tu ne dois pas accepter la phrase de bah, merci beaucoup, c'était très intéressant, envoyez-moi votre proposition, envoyez-moi votre plaquette et je reviendrai vers vous dans 15 jours quand j'en aurai pris connaissance. Non, tu ne feras pas ça parce que tu ne le fais jamais, parce que personne ne le fait jamais. Donc, je vais te l'envoyer et puis on va prendre un point dans ton agenda pour le lire ensemble. Est-ce que tu serais plutôt disponible un après-midi? On peut faire ça en fin de journée, par exemple mardi prochain ou mercredi. Qu'est-ce qui t'arrange le mieux? Ouais. Et comment on peut Et leur dire du coup? Parce que on peut pas leur dire on le fera jamais. Est-ce que non, c'est moi qui viens de te dire ça, mais c'est juste de dire, ah ben oui, évidemment, je vais t'envoyer cette proposition ou je vais t'envoyer ce que tu me demandes. Écoute, ce que je te propose, c'est que on prenne un quart d'heure dans ton agenda pour le balayer ensemble. Comme tu m'as dit que tu voulais revenir avant dans 15 jours, ben, prenons un point de synchro au milieu, par exemple lundi ou mardi prochain. Est-ce qu'il y a une horaire qui t'arrange le mieux, etc. On prend un quart d'heure. De toutes les façons, je t'enverrai un message avant pour vérifier que tu es toujours disponible. D'ailleurs, est-ce que tu préfères que je t'appelle ou que je t'envoie un SMS? Peut-être que tu préfères que j'utilise WhatsApp. Qu'est-ce que tu préfères que utiliser? Ok, le Ok. SMS, bah, très bien. Et puis voilà, tu as C'est la tout et tu as question. tout validé. Très, très pertinent. Du coup, en fait, tu as posé un certain nombre de questions. Tu pars du principe qu'elles sont acceptées. Et ta dernière question porte sur est-ce que tu préfères WhatsApp ou un SMS? Ce qui est... Exactement, ou un Ouais. coup de téléphone. Et si la personne te dit appelez-moi, à ce moment-là, tu dois valider les heures d'appel. Ok. Ok, hop, tu préfères que je t'appelle, pas de souci, ça me va. À ce moment-là, pour pas te déranger dans tes journées, est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt en fin de journée? Juste après le déjeuner? Si je devais t'appeler, ce serait à quelle heure idéalement pour toi? Ouais. Ok. Et tout ça, ça permet de mettre de la directivité. Et c'est de la directivité authentique, sincère, bienveillante. Parce que fais en sorte d'être un peu dans le mode de fonctionnement de ton interlocuteur. Bon, ce que je viens de te dire, personne ne le fait. Mais si tout le monde le faisait, les ventes seraient infiniment plus plaisantes, n'est-ce pas? Ouais. Et même pour la personne à qui se fait vendre d'ailleurs. Et le dernier truc que je peux te donner, qui active facilement, c'est quand tu fais du call et que tu dois laisser un message sur le répondeur de quelqu'un qui ne te répond pas, souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Ouais. Et donc, il existe un message qui te permet d'être appelé une fois sur deux. Ok. On veut connaître ce message. Si vous êtes en train de Ce mé- courir et de faire votre footing, c'est le moment de vous arrêter. Alors, ce message idéal, c'est bonjour, c'est Alexandre, est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? En tu? Ouais. Si tu ne te sens pas, le tu peux faire, c'est un peu moins puissant, mais ça marche. C'est bonjour, c'est Alexandre, est-ce que vous pourriez me rappeler, s'il vous plaît? Ok, C'est ça tout. marche en vous aussi. Plus tu vas, ça marche un peu moins bien, parce que ça va mettre un peu moins de pression sur l'autre. Mais si tu ajoutes des informations, ton nom de famille ou ta société, La tu personne va diminues finir. drastiquement tes chances d'être appelé. Parce que la personne va vérifier, va regarder, etc. Le Alexandre, ça fait plein de choses. Après, il faut être malin. Il faut enregistrer le numéro de téléphone dans ton téléphone en mettant Oui. une petite note comme quoi c'est un call de prospection. Quand la personne arrive, il faut l'accueillir très fort, tu vois, en disant ah, merci, c'est super sympa, Maureen, de De m'avoir rappeler. rappelé. Ça fait tellement longtemps que je voulais te parler. Je te suis sur LinkedIn ou je te suis sur Insta. J'ai vu ta dernière publication. Merci beaucoup. Je m'appelle Alexandre et je veux vraiment qu'on se revoie. On peut prendre un quart d'heure. C'est juste pour ça. Je te dérange pas plus. Est-ce que tu as un quart d'heure? Et là, tu vas commencer à, tu vois, souriant. Tu vas dire, mais attends, mais Tiki, qu'est-ce que tu veux? Bah, justement, c'est pour ça. Et puis voilà. Et c'est parti. Et t'as Excellent. rappelé. J'ai envie de te rappeler. Excellent. Ok. Voilà quelques trucs sympas. Tu vois, on peut vraiment faire de la prospection et de la vente facilement. C'est, on peut vraiment, tu vois, quand tu associes la vente à la relation, Ouais. ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à ceux et celles qui nous écoutent, dont moi y compris, hein, par moment, quand on ressent cette
peur d'aller prospecter, cette peur de vendre, surtout même, j'allais dire, avant même le rendez-vous. C'est pas tellement le rendez-vous qui est challengeant, c'est le avant, la prise de contact pour, ben voilà, pour pouvoir prendre rendez-vous avec les personnes. Moi, je sais que mes clients, 98-19% de mes clients détestent ça, veulent pas y aller, tournent autour du pot, veulent pas faire de prospection. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors déjà, la réalité, c'est que le call au sens froid du terme, bah, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Mais, et donc je comprends. D'abord, il y a plein de manières de le faire différent. Je vais donner plein de trucs là, mais surtout, c'est aujourd'hui ce qui existe, ce qui fonctionne le mieux. Globalement, 1 heure de call égale un rendez-vous. Donc, si tu as besoin de 10 rendez-vous, bah, tu fais 2 heures de call par jour et à la fin de ta semaine, tu as pris 10 rendez-vous. 10 rendez-vous, ça te suffit pour piloter absolument n'importe quelle activité quand tu es solopreneur. Tu n'as pas besoin de plus. D'accord. Donc, tu vois, tu peux très bien faire 2 heures par jour la première semaine du mois et ça remplit ton mois. Terminé. Ce sera plus efficient que tout ce que tu peux faire d'autre. Cela dit, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Première chose, bah, tu peux te faire aider. C'est-à-dire que tu peux le faire à plusieurs. Tu peux le faire avec ton coach. Il y a plein de manières de le faire. Si tu es seul, tu n'es pas obligé de faire du cold. Tu peux faire du warm. Par exemple, des gens qui ont liké tes posts sur LinkedIn ou sur Insta. Tu peux commencer par leur envoyer un message. Tu peux commencer par discuter avec eux avant de les appeler. Moi, Ouais. aujourd'hui, je fais quasiment plus de call call parce que j'ai développé énormément de réseaux, mais j'en ai beaucoup fait au lancement de Within Sales. Mm. Et, euh, et la réalité, c'est que l'immense majorité de mes rendez-vous, je prends un rendez-vous de prospection par jour à peu près, en tant que dirigeant, Ouais. et je les fais principalement tous en discutant sur les réseaux, sur LinkedIn, au travers des réseaux professionnels que j'utilise. Ouais. Et donc, la force du réseau est très importante aussi. Les associations dans lesquelles je suis ne sont pas des associations dans lesquelles je fais de la vente. Mais par exemple, je suis aussi investisseur dans un fonds qui s'appelle Super Capital. Et là, pour le coup, je fais du networking et je fais de la vente. Et quand je vais dans un événement, je fais du networking et je me fixe un objectif de discuter avec suffisamment de monde pour ressortir avec 1 ou 2 rendez-vous en Rendez-vous. Et networking. pas en laissant des cartes de visite, les gars. Pour ceux Et qui nous pas en écoutent, laissant les le cartes de visite. networking, vous C'est savez, ça. c'est le moment où on va prendre un cocktail, un after work, C'est ça. où on est en présentiel avec d'autres personnes dont votre cible fait partie, a priori, et où vous allez pouvoir échanger, vous faire connaître, échanger vos coordonnées. Et c'est pas on donne sa carte On de prend visite, on rendez-vous. est content. On On prend prend rendez-vous. rendez-vous quand on est en face de la personne. C'est ça. Donc, donc il y a plein de manières de prendre des rendez-vous avec des inconnus Ouais. en allant dans les soirées et en leur disant, par exemple, un truc de networking qui est tout bête. Vous êtes seul dans une soirée, vous arrivez, vous connaissez personne. Trouvez les gens avec lesquels vous semblez avoir le plus d'affinité. Un petit groupe de 2, 3 personnes, 4 personnes, et vous semblent sympas. Ils sont bien habillés, ils sont beaux, j'en sais rien. Vous vous sentez bien avec eux. Vous allez et vous vous mettez dans le groupe. Vous faites un grand sourire, vous dites bonjour et vous vous excusez de les déranger. Et au bout de 2, 3 minutes, le groupe va s'arrêter et va commencer à s'intéresser à vous, vous poser des questions. Et pouf, 5 minutes plus tard, vous êtes dans le groupe et vous avez 4 nouvelles personnes et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux si ça vous intéresse. C'est extrêmement facile. Les networking sont faits pour ça. Tout le monde est OK avec ça. Voilà. Discuter avec quelqu'un sur LinkedIn qui a liké une de vos publications, c'est extrêmement facile. Ça pose aucun problème. Donc il y a des manières de faire qui sont très cool Ouais. et qui conviennent à tout le monde et qui fonctionnent. Et prendre des rendez-vous comme ça, c'est très facile, littéralement. Et Une j'en soirée, 2, 3 rendez-vous, ça suffit. ouais. J'en profite pour souligner un autre tip, parce que là, c'est l'épisode tips concret, en fait, hein, parce que tu vois, tu y fais allusion, mais peut-être que c'est pas évident pour toutes les personnes qui nous écoutent. On vient de dévoiler un des grands secrets des réseaux sociaux quand on n'est pas influenceur, qu'on n'a pas 200 000 followers sur les réseaux. C'est le fait de ne pas forcément rester euh,
en posture d'attente d'être contacté ou en se disant ben, j'espère que quelqu'un un jour va venir m'envoyer un message pour me demander qu'est-ce que je peux bien lui vendre. Mais c'est au contraire en fait d'utiliser les réseaux sociaux pour publier du contenu, oui bien sûr, pour partager, pour offrir des choses gratuitement, oui bien sûr, mais surtout aussi pour voir bah, qui s'intéresse et ensuite pouvoir aller entamer une démarche de prospection, entamer un début de relation et ensuite pouvoir conduire à un premier appel, à une prise de rendez-vous, etc. et à de la vente, quoi. Mais c'est pas, c'est sortir de la passivité, vraiment rentrer dans une démarche proactive. Et les réseaux sociaux font partie des outils qui peuvent être utilisés pour ça. Exactement. Et c'est très important parce que quelqu'un qui like une publication ou qui met un cœur ou qui republie quelque chose que vous avez, que vous connaissez pas, bah, si vous allez lui dire coucou, bah, ça va lui faire plaisir. Vraiment. Et s'il y a une discussion qui s'instaure et que vous vous rencontrez, bah, il sera sûrement content de vous rencontrer. Et peut-être que ça débouchera sur quelque chose ou pas. C'est pas grave. Ouais. Voilà, il faut oser. Allez, je te donne un dernier truc qui va être le truc peut-être le plus surprenant. Bon, Allez, pour finir, pour aider tous ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par tout ce qu'on a dit, tous les autres, il faut demander de l'aide. En fait, réellement, aujourd'hui, personne ne demande de l'aide. Il faut demander de l'aide. Il faut prendre son téléphone, aller dans son répertoire, sélectionner quelques contacts, les appeler et dire, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Alors, on peut le dire en mode, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, allons boire un verre, allons déjeuner, et puis pendant le déjeuner, parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois et lui dire, j'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Et le peux-tu m'aider, c'est pas prends-moi une prestation, hein. C'est aide-moi. Ça peut être mets-moi en contact avec quelqu'un, donne-moi un conseil, écoute-moi, demander de l'aide aux gens qui sont dans son téléphone. On a tous des centaines de contacts, donc des centaines de 06 dans son téléphone. ouais. Demander de l'aide. C'est un super tips. Et en fait, je l'ai utilisé plein de fois depuis 6 7 ans d'entrepreneuriat, même sans le savoir. En faisant, je fais beaucoup d'enquêtes. J'ai une casquette universitaire. J'avais commencé une thèse de doctorat. Donc, je fais beaucoup. J'adore aller chercher des chiffres, des datas du terrain, en fait. C'est ce qu'on fait quand on lance sa boîte, hein, généralement. On fait tous une étude de marché. Et c'est un premier moyen de mettre le pied à l'étrier qui est excellent. Moi, je continue à le faire par plaisir des chiffres aussi. Il y a cette posture, en fait, plutôt basse de demander effectivement eh bien, une participation ou de l'aide, effectivement, à, à son réseau, quoi. Et alors, le truc de l'aide, c'est que, alors déjà, on le fait rarement. Toi, c'est bien que tu le fasses, mais on Mhm. le fait rarement et on le fait rarement consciemment. Mhm. Mais surtout, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, bah, l'autre, il a envie de t'aider, en fait. Ça fait plaisir à l'autre de t'aider. On n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un qui aurait plaisir à le faire pour toi, quoi. C'est dingue, tu te rends compte? Ouais. Et c'est pire que ça parce qu'il y a un truc qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman, Ouais. que tu dois peut-être connaître. Donc, bourreau, Et victime. justement, voilà, bourreau, victime et sauveur. Et justement, une des portes d'entrée dans ce fameux triangle dramatique, c'est d'aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Ça s'appelle sauver. Tu Ouais. sauves une victime qui ne te demande pas d'aide. Et c'est comme ça que tu rentres dans ce triangle. Donc, tu vois, aller demander de l'aide, c'est permettre à la personne de te sauver et que tu sois consentant. Bah, c'est super important. Ouais. Et comment on fait pour ne pas être en posture basse? Parce que je crois que ce qui est compliqué quand on veut demander de l'aide, c'est le fait de se dire, mais je vais devoir, enfin, en fait, je vais être en posture basse, je vais me rabaisser. Et comment pouvoir se remettre à une posture soit d'égal à égal, soit une posture haute. On parlait de vente et de manipulation tout à l'heure. L'autorité et la posture haute euh, font partie des techniques de vente qui sont les plus traditionnelles, on va dire, et enseignées. Comment est-ce qu'on arrive à faire la bascule de l'un à l'autre, de la posture de demander de l'aide à la posture de je vais vendre quelque chose? Ouais, alors on en a parlé depuis tout à l'heure. Tu as compris que moi, j'utilisais pas cette posture haute pour vendre, ni l'autorité. J'utilisais d'autres techniques qui sont aussi puissantes, hein, tu vois. Mais je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois qu'on t'a demandé de l'aide, Maureen?
Bon, après, j'ai des clients, je fais de l'accompagnement de clients, donc Vraiment te demander vraiment de l'aide. Quelqu'un autour de toi qui t'a demandé de l'aide, c'était quand la dernière fois? Est-ce que tu te souviens? ouais, non. Et si on te demandait de l'aide, imagine que quelqu'un que tu apprécies te demande de l'aide. Tu vas être en posture haute, tu vas le dominer? Non, pas du tout. Ouais, c'était un déménagement. Je suis en train de remonter l'historique. C'était un déménagement il y a quelques semaines. Et j'ai dit oui, alors que je n'avais absolument pas le temps, mais j'ai dit oui, j'ai passé la journée à faire un déménagement. Et finalement, c'était cool, tu vois. Bon, ça, Ouais. ça devait être un peu dur, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu aides, est-ce que tu domines? Est-ce que Ouais. l'autre est vraiment en posture basse? Est-ce que tu abuses du pouvoir que tu as sur lui pour, j'en sais rien, moi, enfin, tu vois, c'est si tu fais ça, quel type de personne es-tu? Ouais. L'immense majorité des gens ne vont pas se mettre en posture haute parce qu'ils aident. Donc, tu n'as pas besoin de te mettre en posture basse en demandant de l'aide. Hmm. À la fois, je me permets d'insister sur le sujet parce que c'est vraiment une problématique sur lesquelles j'ai accompagné aussi des clientes parce que euh, quand elles sont vraiment ou ils sont d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes, mais au tout départ de leur activité, quand ils créent leur offre sur laquelle ils sont, leur expertise, sur laquelle ils se positionnent, ils vont sur le terrain poser des questions, faire des enquêtes de terrain et Parfois, parfois, ça peut découler sur de la vente, en fait. Parce qu'ils sont Bien sûr, à identifier des personnes qui ont la problématique ben, pour laquelle ils ont des compétences pour les aider, en fait. Mais cette bascule de posture de bonjour, je viens vous demander votre aide pour répondre à une enquête. Est-ce que vous répondez bien? Est-ce que vous avez bien cette problématique? Oui. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour pouvoir répondre à cette enquête? Oui, ok. Et une fois qu'ils sont dans le rendez-vous, comment est-ce qu'ils peuvent faire cette bascule ou quels seraient tes conseils concrets par rapport à... alors en fait, ça dépend. Si c'est exceptionnel, bon, je suis pas sûr que ce soit important de s'y consacrer. À ce moment-là, on a un truc extraordinaire qui se passe, on accepte qu'on est dans l'exceptionnel et on valide que c'est exceptionnel. Mais si c'est pas exceptionnel, si ça peut arriver régulièrement, je pense qu'il faut poser son intention dès le départ. On est dans une enquête, mais si on se rend compte au travers de l'enquête qu'il peut y avoir un intérêt commun, est-ce que vous seriez d'accord qu'on prenne un autre rendez-vous? Et à ce moment-là, c'est terminé. Très Ça marche intéressant. tout de suite. J'adore ces tips. Et ça permet de boucler la boucle avec ton premier conseil, c'est vraiment poser l'intention de départ. Et en plus, je Exactement. pense que même en tant que nouveau néo-vendeur, ça permet aussi soit de se mettre bien, en fait, d'être Bah ouais, détendu et relâché par rapport à ça. exactement. Parce qu'on ne se dit pas, j'ai un double enjeu caché. Non, l'intention partagée, c'est un truc incroyable que très peu font en fait, hein. Hmm. Alexandre, une dernière question. Tu parlais tout à l'heure de coach, tu parlais tout à l'heure de se faire accompagner. Quand tu as commencé ce dernier tips sur le fait de demander de l'aide, je pensais que tu allais te diriger vers là, mais non. Euh, Comment on fait? On fait quand on n'a pas du tout de compétences en vente. Est-ce qu'il existe des mentors, des coachs en vente? Et est-ce que ce sont des choses que tu proposes? Je pense que alors la vente, c'est une science. Et donc, quand tu connais vraiment rien de rien, c'est bien effectivement de se faire accompagner. Mais tu n'es pas obligé de commencer par là. La première chose que tu peux faire, c'est aller écouter des podcasts, aller regarder des vidéos, aller lire des livres. Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux font qu'il y a plein de choses. Le podcast, sûrement en France, le plus complet sur la vente, il y en a beaucoup. Et celui-là, je suis sûr, c'est le podcast qui s'appelle Les héros de la vente de Ok. Alexandre Vaquier. Voilà. Bon, déjà, il y a 250 épisodes, je crois. Si tu regardes une petite trentaine d'épisodes, ça va déjà bien te donner les bonnes clés et t'apprendre pas mal de trucs, tu vois. C'est un peu comme les outils du manager de Cédric Vatine si tu veux t'intéresser au management, tu vois. Bon. Ouais, Ensuite, je pense qu'il y a des bons livres, ou en tout cas des bons concepts. ouais. Et moi, un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas un livre directement à la vente, mais un livre qui aide énormément à comprendre les relations et l'impact que ton comportement a sur les autres, c'est un livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Et je Il me est suis dit, incroyable ce livre. il est génial ce livre parce que j'en ai entendu parler depuis très longtemps et je me disais, il faut vraiment être un blaireau pour aller, pour aller écouter un livre comme ça. Comment se faire des amis? Il faut vraiment pas avoir d'amis. En fait, C'est ça, c'est grâce complètement pas. peut-être à un podcast comme exactement la phrase que tu viens de dire, tu vois, en disant, c'est un livre que je conseille pour la vente où je me suis dit,
Mais dingue, génial. Donc, je vais prendre le temps d'aller lire ce livre. Et effectivement, il est génial. Et il se lit Quelques techniques. facilement, il est rapide. Voilà. Bon. Donc déjà, il y a énormément de contenu gratuit. L'étape 2, c'est peut-être se faire former. Avant de se faire coacher, il y a plein de formations avec son CPF, avec les OPCO, avec tout ça, donc qui sont quasiment gratuites, qui vont durer 2 jours et qui vont te donner toutes les bases de la vente, les vrais trucs, les tips. Tu vas passer 2 jours avec 10 personnes qui vont t'apprendre plein de trucs sur la vente. Donc après ça, déjà, ça va. Et tu peux commencer à travailler, à t'entraîner par toi-même. En fait, je pense que tu vas te faire coacher. C'est un peu comme le sport. Tu t'es renseigné sur comment aller courir, tu as lu des livres ou comment faire du yoga ou des trucs, tu t'es acheté un tapis, tu as commencé à te prendre une application sur ton téléphone. Pour l'instant, tu n'as pas de coach encore. Tu vois, tu as peut-être pris une formation en ligne pour vérifier. Pour l'instant, tu n'as toujours pas de coach et commences à faire ton truc. Quand est-ce que tu as besoin d'un coach? Quand tu es passé à l'étape supérieure. Ouais. Quand le fait de faire toi-même ton yoga chez toi, ou tu vois, ça suffit plus, Mm. que tu as envie d'aller plus loin. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, là, tu vas aller dans une salle, tu vas prendre un coach, tu veux passer en expertise. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner en vente. Et non, je ne le fais pas. Non. Mais Ok. par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui le font, il faut choisir la bonne personne. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas m'écrire sur LinkedIn, voire même prendre un rendez-vous avec moi. Je pourrais toujours vous aiguiller ou vous aider. Et puis, si vous avez une société, par contre, je ne suis pas coach personnel, mais je peux aider votre société, vos équipes à résoudre des problèmes de vente. Ça, c'est mon métier pour le coup. Ok, génial, super. Bon, bah, tous sur LinkedIn pour aller écrire à Alexandre, surtout si vous avez une société et que vous voulez former des équipes de vente, du coup. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, pour tous ces tips très concrets, pour ce parcours qui est très intéressant. Je suis très, très, très heureuse de t'avoir invité aujourd'hui. Merci Maureen de m'avoir invité. C'était très agréable aussi. Plaisir partagé. Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Bravo de vous former aussi et d'apprendre des choses pour augmenter votre visibilité et vos ventes. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.